Ils sont là à nous balader, à nous faire danser sur des trucs que tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Oh, elle a appelé Emmanuel Macron un psychopathe. Oh, ça fait mal, hein. Mais en vrai, ils s'en fichent. Ça lui a pas fait beaucoup de mal quand la presse algérienne l'a décrit comme étant un homosexuel psychopathe. Eux, ils ont pas été poursuivis. Non, on va poursuivre Candace pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe, pour autant ils n'ont pas été poursuivis. Non, ils veulent faire genre, on est très sérieux, on va venir vous voir au Tennessee. Hein. Mais faites-le. Arrêtez de perdre votre temps avec ces lettres. Allez-y, faites-moi un procès. Le monde entier veut connaître la réponse à cette question dont je pense déjà connaître la réponse. Comme je vous l'ai dit, on est en train de peler l'oignon couche par couche, petit à petit, très doucement, de façon à ce que les gens puissent bien comprendre, les gens qui vous entourent dans votre cercle, pour comprendre comment vous avez été capable de tromper à ce point le monde. Et c'est ce que vous êtes actuellement. Mais nous allons révéler au monde entier votre stratégie juridique pour ne pas répondre à la question. Vous ignorez l'éléphant qui est dans la pièce. Vous êtes là, vous faire des petites plaintes sur les choses qui sont autour. Oh là là, elle a dit psycho. Oh là là, pauvre petit, il est tellement blessé, il est dans l'angoisse. Vous êtes pathétique, Emmanuel. Vous êtes complètement pathétique. Cette lettre est pathétique. Ok les gars, donc nous avons décalé le deuxième épisode de la série Becoming Brigitte qui était censé être posté sur le site CandaceOwens.com ce soir, puisque une fois encore nous avons dû faire face à des attaques DDoS tout le week-end. Principalement, nos serveurs ont été complètement submergés. Et hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre très fermement formulée de la part du Palais de l'Élysée, donc de Brigitte et d'Emmanuel Macron. Cette fois, il s'agit d'une lettre plus brève que je vais vous montrer dans son entièreté un peu plus tard dans cette émission. Que pouvons-nous dire si ce n'est que de constater que Emmanuel Macron ne se comporte pas du tout comme étant dans un couple qui n'aurait rien à cacher. Alors essayons de comprendre pourquoi il se comporte de la façon dont il se comporte. Je vous souhaite la bienvenue sur cette série Becoming Brigitte. Alors beaucoup de gens se posent la question après la diffusion du premier épisode de cette série, mais comment est-ce possible que le peuple français permette que ces choses se produisent, que tout ça se passe? Et certains d'entre vous vous posez certainement la question de savoir mais comment est-ce qu'Emmanuel et Brigitte ont-ils fait pour que dans la presse ça puisse être autant effacé et qu'un tel secret soit autant effacé à tel point qu'on ne sache même pas qu'il existe? Comment est-ce possible qu'Emmanuel Macron, qui était virtuellement inconnu du grand public une année avant d'être élu président, ait réussi à complètement balayer toute la campagne présidentielle de François Fillon, qui était dans le concours pour devenir président? Comment a-t-il fait tout cela? Eh bien, pour les anglophones qui nous écoutent, c'est un petit peu comme la montée de Barack Obama. Oui, bien sûr, Barack Obama était sénateur, il était donc impliqué dans la politique à un certain niveau, mais son ascension dans la politique est un petit peu sortie de nulle part. La seule différence, c'est que Barack Obama n'était pas marié à quelqu'un qui était âgé de 2 décennies plus vieux que lui. Emmanuel Macron, je vais le redire encore une fois, rappelons ça pour être vraiment très clair, n'avait que 14 ans quand il est apparu dans cette fameuse pièce de théâtre dans son école La Providence. Et Brigitte, pendant ce même temps, était professeure de théâtre dans cette école où elle avait un atelier de théâtre. Ok, elle avait supposément 39 ans à cette époque-là et était donc mariée avec 3 enfants. Et un de ses enfants, Laurence, une de ses filles, avait le même âge qu'Emmanuel Macron et était donc de ce fait dans la même école qu'Emmanuel Macron au même moment. Et donc l'histoire raconte qu'elle a été complètement émerveillée par Emmanuel Macron et qu'elle ne pouvait plus résister à ces sentiments qu'elle avait pour lui, ce plus jeune prince, à tel point qu'elle aurait fini par divorcer et briser sa famille à cause de cette histoire. Bien entendu, c'est objectivement une histoire vraiment très flippante et on se demande comment est-ce qu'ils ont réussi à vendre ça à la presse française. La réponse, bien sûr, se loge dans une campagne de propagande très très intense qui est remplie de mensonges et de tromperies très intentionnelles. Et comme le décrit Xavier Boussard, ce journaliste qui a donc investigué toute cette histoire et dans son livre qui va bientôt sortir, je cite, « Pour vendre cette histoire improbable, une propagande intense a dû être déployée dans tous les médias, à la télévision, à la radio et sur Internet. Il y a eu des livres qui ont loué Brigitte et Emmanuel, leur histoire, des couvertures en papier glacé qui ont complètement saturé toute la sphère médiatique. L'objectif était d'installer de façon subliminale dans les esprits une histoire complètement dessinée par la crème de l'élite parisienne de la presse, qui raconte donc l'histoire de cet Emmanuel Macron complètement précoce et virtuose, un étudiant virtuose au lycée de la Providence à Amiens. La presse l'a même comparé à un Mozart pour avoir su conquérir Brigitte, une dynamique et charismatique jeune femme.
Fin de la citation. Donc ils ont réussi à vendre ça comme une histoire du triomphe sur la conformité, l'amour qui défie la barrière de l'âge, peut-être finalement comme un hommage à l'auteur préféré d'Emmanuel Macron, nous le savons maintenant, André Gide, comme nous l'avons mentionné dans le précédent épisode, qui était il l'avoue lui-même, un pédéraste, qui a donc violé des petits garçons musulmans et il l'a écrit à ce sujet de façon très ouverte. Et malgré cela, son livre a quand même fini par atterrir sur le bureau du président derrière son portrait officiel de 2017. C'est trop flippant. Le 14 avril 2016, quand Paris Match a dédié sa couverture de magazine à Brigitte, il a été conté au lecteur que un jour, dans son cœur, quelque chose s'est mis à changer secrètement. Elle avait assisté à cette pièce de théâtre dans laquelle Emmanuel Macron jouait, et il avait déjà cette telle prestance qui a gagné le cœur de Brigitte. D'ailleurs, on a cette petite vidéo d'Emmanuel Macron qui performe alors qu'il était plus jeune. Donc dans cette pièce de théâtre, on va laisser pour que vous puissiez regarder l'extrait. In a play, you can just take a look at this. We can let this run. C'est bon de renaître. Mais longtemps. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. L'ombre d'un homme. Bravo. Merveilleux, merveilleux, irrésistible. Merveilleux de la part d'une femme de presque 40 ans qui a demandé à cet élève de rejoindre son cours de théâtre l'année qui suivait. On devrait quand même prendre un moment ici juste pour reconsidérer à quel point cela est terrifiant. Que les médias en tant qu'entité ont ce pouvoir et cette puissance de romantiser une histoire pareille, qui est en fait le mal pur, et ensuite de réussir à manipuler ceux qui pensent que c'est vraiment le mal. Enfin bref, pas moins de 60 couvertures de magazines ont été dédiées à Brigitte, sur une période d'à peine 26 mois. Rien que Paris Match a consacré 13 de ses couvertures à Brigitte Macron. Donc moi, je ferai référence à ça comme une manipulation psychologique pour sursaturer. Si tu donnes au public tellement d'informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ça devient implicitement impossible dans la tête des gens que quelque chose puisse encore être caché. Les gens se disent, mais attends, il y a tellement d'informations, tellement d'articles qui ont été dédiés à propos de Brigitte que forcément tout se sait maintenant, tout est su, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Donc je vais maintenant vous raconter la légende officielle qui a été établie à propos de l'histoire de Brigitte Macron, de la part des médias. Tout d'abord, ils ont commencé par dire que la différence d'âge n'était pas si grande puisqu'Emmanuel Macron avait 17 ans, ce qui est déjà à brûle-pourpoint un mensonge, et que Brigitte avait à ce moment-là 36 ans, ce qui est également un mensonge avéré. Donc allons maintenant sur la timeline de la vie de Brigitte avant Emmanuel Macron. Donc en gros, ils nous disent que le 13 avril 1953, Brigitte Trogneux est née à Amiens dans la Somme. Elle était la plus jeune fille d'une famille qui était prospère dans les affaires dans le nord de la France. Ensuite, ils nous disent qu'en 1974, après avoir reçu une éducation catholique stricte auprès des Sœurs du Sacré-Cœur, à l'âge de 21 ans, elle se marie à un homme dénommé André-Louis Osière, un financier, devenant ainsi Brigitte Osière, mariée à un homme qui travaille dans la finance. Ensuite, Brigitte devient attachée presse auprès de la Chambre du commerce du Nord-Pas-de-Calais, donc elle commence une carrière à Lille. Et ensuite, ils ont 3 enfants. L'un, le premier, né Sébastien, donc le premier enfant, un fils, né en 1975. Ensuite, en 1977, ils ont leur première fille, Laurence, c'est elle qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron et qui était à l'école en même temps que lui. Et ensuite, ils ont eu Tiphaine qui est la seule de la fratrie à prendre position et à se montrer publiquement pour défendre le couple, donc Brigitte et Emmanuel Macron. Et donc après, l'histoire continue. Après être devenue l'attachée presse de la Chambre du commerce, Brigitte a décidé de changer de carrière et de se mettre à l'enseignement. À un moment donné, à peu près au milieu des années 80. Tout d'abord comme un prof de littérature, tout d'abord à Strasbourg, au collège Lucie Berger, collège protestant Lucie Berger, et ensuite au lycée La Providence, à Amiens, puisque Emmanuel Macron et Brigitte sont de la même ville. Et bien sûr, pendant qu'elle était là-bas, elle est tombée complètement à la renverse, amoureuse d'Emmanuel, son étudiant préféré. Maintenant, ayez bien conscience que toute cette histoire a été dépeinte sans la preuve de la moindre photographie existante.
Et alors qu'ils étaient en train de vendre cette histoire, la presse a essayé d'amener le lecteur à s'imaginer que Brigitte était ce genre de femme à être totalement sexy et irrésistible. Elle était un peu comme cette pin-up, cette poupée pin-up des années 1980, du genre un peu Claudia Schiffer. Tellement belle, c'est vraiment l'image qu'ils essayaient de dépeindre dans l'esprit inconsciemment, hein, bien sûr, des gens. Elle est plus vieille maintenant, elle est âgée maintenant, bien sûr, mais ouf, si vous l'aviez vue à l'époque, quand Emmanuel Macron l'a vue pour la première fois, c'était vraiment une poupée pin-up, et puis elle portait des jupes. Il raconte dans la presse comment elle portait des jupes tout le temps, et que tous les garçons de l'époque bavaient complètement devant elle. Rappelons-le, ces jeunes garçons qui étaient en train de passer par l'étape de la puberté à cette époque-là, et qui donc étaient en train de se créer dans leur esprit une sorte de fantasme face à cette professeure super sexy qui pouvait être assimilée à l'image de Claudia Schiffer à l'époque. Et bien sûr, cet élève virtuose qui était Emmanuel Macron à l'époque, ont commencé cette relation clandestine. Et des années plus tard, en 2006, alors qu'elle reconnaît qu'elle était désespérément amoureuse d'Emmanuel Macron, elle a pris la grande décision de briser sa famille en divorçant de son mari André-Louis Le Banquier et d'épouser son ancien étudiant Emmanuel Macron. Juste une année après, en 2007. Ok, ça c'est la légende, l'histoire qui a été construite par les médias. Maintenant, pour contrôler l'image publique de Brigitte, ils ont amené dans l'affaire une femme du nom de Michèle Marchand, qui se fait donc appeler Mimi, c'est la femme que vous voyez sur l'image, et elle est vraiment connue comme étant la papesse de la presse des célébrités en France. Tu ne fais pas de mal à Mimi, si tu fais du mal à Mimi, elle a le pouvoir de te détruire. Si elle a besoin d'en passer par là, tu peux voir toutes les sortes de procès par lesquels elle a été attaquée, par lesquels elle est passée. Elle a été très largement accusée d'utiliser des tactiques de chantage. Nous allons rentrer dans ces détails dans quelques temps. Et sa tâche était vraiment de submerger le public avec cette sélection de photos complètement idéalistes et idéales du couple potentiel présidentiel. Vendre cette idée de ce couple absolument fabuleux en effaçant le fait que quoi que ce soit de bizarre aurait pu se passer dans le passé. Donc on peut, pour ainsi dire, que Mimi avait quasiment l'exclusivité sur l'histoire de Brigitte, à travers notamment son agence de photographie, qui est connue sous le nom de Best Image, BI. Et alors qu'on va aller un petit peu plus loin dans cette série, vous-même, vous allez complètement tomber à la renverse au fur et à mesure qu'on va avancer et que vous allez découvrir les informations. Et vous allez, par certainement vos propres moyens, essayer vous-même de vous renseigner, de chercher des photos, et vous allez vous apercevoir que la plupart des photos de Brigitte, dans le coin en bas des photos, il est écrit Best Image. Ce qui veut dire que ce sont des photos qui ont été contrôlées par l'agence de Mimi Marchand, signifiant ainsi que Mimi était en total contrôle de l'image de Brigitte. Et dans le cadre des conversations qui avaient lieu entre Brigitte et Mimi, il y avait une personne qui jouait un petit peu le rôle d'intermédiaire. Cette personne, c'est Xavier Niel, qui est un milliardaire, un des hommes les plus riches en France, et devrais-je certainement vous mentionner également qu'il est le beau-fils de Bernard Arnault, le PDG d'LVMH. Oui, ce LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Et en janvier de l'année dernière, Bernard Arnault était un peu au coude à coude avec Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche de la planète. Et deux des enfants de Bernard Arnault ont en fait été enseignés par Brigitte à l'école. Vous devriez savoir que deux des enfants de Bernard Arnault ont été enseignés par Brigitte à l'école. Et un peu plus tard, Brigitte a développé une relation un peu plus personnelle avec la plus grande des filles de Bernard Arnault, Delphine, à qui elle n'avait pas enseigné, qui est par la suite devenue l'habilleuse officielle de Brigitte, à travers bien entendu les contacts artistiques de Louis Vuitton. Donc juste pour que vous suiviez, Bernard Arnault a une fille qui est donc très impliquée dans le stylisme de la première dame, Brigitte Macron, à travers bien entendu la plateforme de Louis Vuitton et en utilisant leur directeur artistique. Ce directeur artistique pour être donc le styliste dont le nom est Nicolas Ghesquière. Et pourquoi je vous dis ça? Oh, on s'en fiche de ce que Brigitte porte. Laissez-moi vous dire que c'est encore un fait un petit peu surprenant que cet homme en particulier est le promoteur principal du transgenrisme et des androgynes dans le milieu de la mode. Et d'après la presse, non seulement a-t-il engagé délibérément des modèles transgenres,
et a fait le choix de les choisir pour faire l'ouverture des défilés Louis Vuitton, comme quand il a choisi ce transgenre de 23 ans qu'on voit à l'image pour ouvrir un défilé pour la collection printemps-été de l'année 2018. Mais Guesquière est aussi connu pour avoir lancé la carrière de tonnes de modèles transgenres dans toute l'industrie de la mode. Comme cette personne qu'on voit à l'image, nommée Teddy, je la connais pas, donc voilà. Donc à l'âge de 21 ans, Guesquière l'a découvert, et à l'âge de 23 ans, eh ben, cet androgyne, mi-homme, mi-femme, on ne sait pas trop, a remercié Guesquière. Et donc ça, c'est juste pour vous dépeindre qui est la personne qui habille Brigitte. Et vous allez me dire, oui, et alors? Ok, le styliste de Brigitte est spécialisé dans le transgenrisme dans le monde de la mode, and so what? Peut-être que c'est une coïncidence finalement. Mon point ici, c'est de vous démontrer le genre de puissant qui entoure Brigitte, afin que nous puissions comprendre à quel point il est plausible qu'une histoire aussi grosse que ça ait pu être couverte de la façon dont elle a été couverte par les médias mainstream. Eh bien, moi, je trouve que c'est important de savoir qui est le casting qui entoure l'équipe Brigitte Macron, et de réaliser à quel point ces gens sont puissants. Et l'autre problème, pour revenir à lui, c'est que Xavier Niel, donc le beau-fils de Bernard Arnault, donc l'intermédiaire entre ce couple qui veut devenir couple présidentiel et Mimi Marchand, cette papesse de la presse, Xavier Niel et Mimi se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un avocat qu'ils partageaient, pour que vous compreniez un petit peu de leur passé et d'où ils se sont connus. Xavier, dans les années 80, avait été parvenu à développer un service de chat en ligne qui était dédié au cybersexe, qui est devenu incroyablement lucratif pour lui, et par la suite il est devenu propriétaire d'une série de spectacles pornographiques, dirons-nous, dont l'un d'entre eux s'est avéré par la suite être en fait une couverture, une vitrine pour un réseau de prostitution. Et donc en 2004, il a été arrêté avec les charges de proxénétisme. Je dois être claire là-dessus en vous disant que ces charges ont été par la suite abandonnées. Mais je veux également ici vous citer un extrait du livre de Xavier Poussard. Il dit: beaucoup a été écrit à propos de Xavier Niel, le père de la Freebox, et du forfait mensuel à 2 €. Donc pour que les Américains comprennent, c'est un petit peu comme l'équivalent de Verizon chez nous aux États-Unis. C'est comme ça qu'il est devenu extrêmement riche. Aujourd'hui, il est un membre exclusif de la Global Hyperclass, qui est donc très proche de tous les mayas de la Silicon Valley. Toutefois, une partie des services, un petit peu difficile à traduire ici, hébergerait des canaux de pornographie infantile, et ce fait est très méconnu du public, et Free aurait été dépeint par les services de protection de l'enfance canadiens comme la plus large database, comme la plus large source d'images pornographiques infantiles qui existerait. Donc vous pouvez faire vos propres recherches à propos de ce projet Arachned du Canada, comment ils ont commencé à s'en prendre à Xavier Niel, etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste vous illustrer comment il avait rencontré Mimi Marchand à travers un avocat en commun. Parce qu'à cette époque-là, Mimi avait donc subi plusieurs condamnations, et elle a passé des années derrière les barreaux à propos d'une sombre histoire sur un ex-petit ami gangster identifié dans sa biographie comme Afid. Et puis finalement, elle aurait été innocentée, et ce Xavier Niel lui aurait donné de l'argent pour qu'elle puisse se refaire une image. Et puis en 1988, elle a été condamnée à une peine avec sursis de 3 ans à propos d'une histoire avec encore un autre ancien petit ami, à propos d'une histoire de drogue. Et donc ensuite, par la suite, Xavier Niel l'a encore aidé financièrement pour pouvoir sauver son image, et notamment sa société Best Image. Donc à cause de cette relation, je suis absolument persuadée que c'est elle qui s'occupe personnellement de redorer l'image de Xavier Niel et de ses associés auprès du grand public, dans la presse. Donc pour que vous compreniez à quel point était central le rôle de cette femme Mimi pour avoir construit toute cette image idyllique autour du couple Macron, du couple présidentiel, et notamment de Brigitte, cette femme qui était un petit peu un gangster sur les bords. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous renseigner vous-même, regarder sur internet, Mimi Marchand. Je crois même que le New York Times a écrit à son sujet. Et donc, une année à peine après que Emmanuel Macron ait été élu président et investi de ses pouvoirs, nous voyons cette image de Mimi dans le bureau présidentiel, avec ce signe de la victoire qu'elle fait avec ses doigts. Oui, parce qu'ils étaient vraiment victorieux sur le fait d'avoir complètement trompé le public à propos de Brigitte. Mais ensuite, quelque chose de très intéressant s'est passé, ok? Très intéressant qui s'est passé. Brigitte et Emmanuel ont décidé, peu de temps après que cette photo ait été prise, de
avec beaucoup d'attention, se retirer tout doucement de cette relation avec Mimi, leur attachée presse, puisque voilà qu'elle était à nouveau impliquée dans un nouveau scandale. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il semblerait qu'il y ait vraiment beaucoup de petits oups dans cette histoire autour de ce couple présidentiel. Et Mimi partage un autre ami, elles ont un ami en commun avec Brigitte, qui est également un millionnaire, multimillionnaire, et c'est Mark Ladrate de La Charrière. Mark est tellement proche de Brigitte, pour être vraiment clair, tellement proche de Brigitte Macron, il prend plaisir à être pris en photo avec elle, tellement proche qu'ils ont participé, qu'ils ont assisté ensemble à un spectacle, le spectacle Starmania. Et là, vous vous dites, mais attends, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu Candace parler de Starmania dans l'épisode précédent. Oui, tout à fait, parce que ce spectacle, c'est un spectacle qui a été produit par Thomas Joly. Spectacle à la suite duquel Brigitte a donc sélectionné Thomas Joly pour être le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Elle s'est dit ça, c'est le gars qu'il nous faut pour faire cette cérémonie, qui avait donc des personnages transgenres, des drag queens de tous les coins. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont offensée en tant que chrétienne, et moi j'appellerais tout simplement cette cérémonie une cérémonie satanique. Et donc vous vous dites, mais quel est cet ami en commun? Pourquoi avec cet ami en commun il y a des problèmes qui se créent? Pourquoi le couple présidentiel a voulu se retirer de cette relation amicale, entre guillemets, avec Mimi? Que s'est-il passé? Eh bien, Mark, ce gars-là, le multimillionnaire, a un fils qui est vraiment très perturbé, qui s'appelle Jérémy. Et peu de temps après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été démontré que Mimi avait rendu un très grand service à Mark en gardant l'image, le nom de ce fils, Jérémy, en dehors de la sphère médiatique. Un peu comme le gangster de la presse qu'elle est. Donc son fils, Jérémy, était le manager d'une société d'une agence de spectacle, d'une agence de divertissement pour les enfants, qui a donc été 2 fois reconnu coupable, une fois en 2008 et une fois en 2015, et vous n'allez jamais deviner c'était pourquoi, un cas de pornographie infantile. Et de nouveau, récemment, en 2024, la mère de ces enfants a envoyé la police à son domicile. Ils avaient des jeunes enfants, très jeunes, voilà, à ce moment-là. Je crois qu'ils avaient 3 et 1 an. Et elle a découvert des photos, voilà, absolument abominables sur son ordinateur. Donc les investigateurs ont récolté toutes les images. Il y avait 4000 photos d'enfants sur son ordinateur. Des enfants qui étaient nus et étaient violés. Et ma compréhension, parce que je maîtrise pas très bien de toute évidence le français, c'est qu'il a été condamné à 8 mois, qui n'a jamais fait finalement, puisqu'il a été, la sentence est pour l'instant suspendue. Donc autrement dire qu'il ne la fera certainement jamais. C'est les informations que j'ai pu trouver, mais n'hésitez pas à me corriger si ces informations sont erronées, et je serai très ravie de les corriger dans ma prochaine vidéo. Ce qui fait donc 3 condamnations pour pornographie infantile pour Mark. Et donc Mimi a aidé à couvrir toute cette affaire. Celle de 2015 du moins. Et donc elle a aidé forcément à couvrir cette affaire de Jérémy, et forcément c'était très mauvaise presse pour le nouvellement élu couple présidentiel Macron. Raison pour laquelle ils ont commencé à s'éloigner d'elle. Mais vous savez, Mimi, c'est ce genre d'attaché presse dont vous ne vous débarrassez pas comme ça. C'est pas quelqu'un que tu effaces comme ça. Et elle a pas aimé ça, elle a pas aimé. Et elle a pas du tout apprécié le fait que les gens commencent à dire d'elle qu'elle n'était plus la bienvenue au palais de l'Élysée. Et puis ensuite, un livre a été publié en octobre 2018, appelé le livre de Mimi, où il est devenu vraiment manifeste qu'elle était devenue persona non grata dans le cercle restreint de l'Élysée. Elle n'était plus invitée à participer aux rencontres du jeudi à l'Élysée. Et que fait un attaché presse quand il se sent rejeté? Eh ben, tout simplement, il lâche une bombe dans la presse. Et il semble en effet qu'elle ait lâché une bombe, une explosion dans la presse à propos de Brigitte Macron, dans le magazine Closer. Brigitte avait été vue à l'entrée de l'hôpital américain de Paris. Et il était rapporté dans la presse qu'elle y était pour subir une intervention de chirurgie esthétique sous anesthésie générale. Et la première dame était furieuse à propos de cette publication. Elle a publiquement condamné Closer pour, je cite sa chose favorite, invasion de l'intimité, de la vie intime, de la vie privée, violation de la vie privée. Ok, ça peut se comprendre si t'es à l'hôpital et que voilà, tu te fais faire quelque chose, ok. Mais sa réaction a semblé être une surréaction, particulièrement au journaliste Xavier Poussard. Ça l'a vraiment frappé comme étant quelque chose de bizarre parce que 1 an avant, un autre magazine, l'Express pour ne pas le nommer, l'avait également pointé du doigt pour être passé entre les mains du chirurgien esthétique Sidney Ohana pour une petite intervention. Et pourtant, à ce moment-là, il semble qu'elle n'avait rien à faire. L'Express n'a subi aucune condamnation publique de la part de Brigitte, elle n'était pas furieuse après eux, donc Xavier s'est posé la question, mais qu'est-ce qui en particulier, à propos de cette publication dans Closer,
l'a fait réagir de la sorte en tant que première dame, pour la première fois, sortir, se mettre en avant comme ça et publiquement condamner un magazine. Donc il a commencé à éplucher en long, en large, en travers cet article dans Closer et à se dire mais qu'est-ce que j'ai manqué, Forcément quelque chose là-dedans qui a allumé quelque chose en elle. Et il a trouvé. Vous voyez, bien que Closer n'ait pas donné le nom du chirurgien, ils ont fait ce truc un petit peu par derrière où ils ont laissé des indices à propos du chirurgien. Ils l'ont décrit, je cite, comme un éminent chirurgien plastique qui aimait beaucoup citer Victor Hugo. Et son expression favorite serait « la chair des femmes, argile idéale ». Le truc, c'est qu'il n'y avait qu'un seul chirurgien qui a été lu dans la presse et qui ait fait cette citation, juste une année avant dans Paris Match, et son nom, c'est donc le docteur Patrick, qui est donc un chirurgien à l'hôpital américain de Paris, et qui, dans un article de Paris Match, qui était intitulé « Opération Jeune à nouveau », a répondu à une question qui lui avait été posée par cette même citation, « La chair des femmes, argile idéale ». Alors pourquoi, me direz-vous, est-ce à ce point une bombe? Pourquoi le considérer comme une bombe, un peu comme un pistolet sur la tempe, comme une menace de la part de Mimi? Eh bien, tout simplement parce que ce chirurgien est bien connu en France, à Paris, et en premier lieu pour une chose, la chirurgie de féminisation, c'est-à-dire pour devenir une femme. Il est le roi de la chirurgie esthétique pour les transgenres qui veulent devenir des femmes. Pour adoucir les traits du visage si vous êtes un homme, il va réussir vraiment à adoucir les traits de votre visage pour que vous ressembliez à une femme à travers la chirurgie. Et s'il demeurait encore le moindre questionnement dans l'esprit des gens sur le fait qu'il était ou non utilisé par Brigitte Macron, malgré cet article, il leur suffisait d'attendre jusqu'en 2023 où cette photo a été prise. Et oui, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de remettre la Légion d'honneur à ce chirurgien esthétique ici en photo à côté de Brigitte Macron. Une très haute distinction dans la République française. C'est un peu comme la médaille de la liberté ici aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait pas prendre une pause là parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer, beaucoup d'informations à dépacter, beaucoup d'informations à rechercher pour vous également si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Comme je l'ai dit, nous sommes juste vraiment au sommet de l'iceberg quand il s'agit de ce couple et les connexions, le pouvoir qu'ils ont et la façon dont ils ont pu exécuter cette farce aux yeux du public. Et ce que nous allons vous démontrer dans les épisodes qui suivent, c'est comment cette storyline a commencé à s'écrouler, comment cette idée parfaite du background historique de l'histoire familiale de Brigitte commence un petit peu à s'effriter parce que les gens se posent des questions et se disent mais comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune photo? Il y a quelque chose qui cloche quand même dans cette histoire. Et ça a commencé à se questionner quand quelques photos sont sorties de Brigitte un peu plus tard, donc à cette époque où elle était censée être cette fameuse pin-up doll des années 80, hyper sexy, hyper désirable. Mais quand on voit les photos, en toute objectivité, elle n'avait rien de cela. Elle portait pas du tout des jupes courtes, elle portait des tenues plutôt larges, et elle n'avait pas vraiment le physique d'une femme dont des jeunes adolescents tomberaient à leur renverse en la voyant. La voilà, juste ici. Ça, c'est la super sexy Claudia Schifferesque de Brigitte. Et là, les gens commencent à se poser des questions en disant « Attends, est-ce qu'on nous vend des mensonges depuis tout ce temps ?» Et la réponse, bien sûr, va être oui. Et je voudrais maintenant vous montrer la lettre que nous avons reçue hier de la part des avocats de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Ok les gars, bon, la lettre, c'est complètement dingue. On est juste... Je sais même pas quoi dire. Donc, de toute évidence, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore visionné les précédents épisodes, on les laisse ici sur YouTube de façon à ce que vous puissiez avoir la chronologie des événements. Ils nous ont déjà envoyé une lettre et dans cette lettre, ils ne se sont pas vraiment adressés à l'essentiel de nos requêtes, qui était tout simplement de savoir si Brigitte Macron était une femme ou pas. Mais ils ont commencé à chercher la petite bête dans les petits détails de choses que nous avons dites. Et donc, ils ont commencé à nous dire, là, c'est de la diffamation parce que ceci, là, c'est de la diffamation parce que cela. On leur a répondu en leur disant, écoutez les gars, nous, notre business, c'est pas le mensonge, on n'est pas là-dedans. Moi, je crois, Candace, je crois que Brigitte Macron était née un homme. On fait pas tout ça juste pour s'amuser, de toute évidence. Et donc on leur a donné l'opportunité de répondre à des questions par oui ou par non, des questions très très simples. On a vu ça dans le premier épisode. Des questions super simples du genre, est-ce que la première dame Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants? Oui ou non? Est-elle née en tant qu'homme biologiquement? Qui est l'homme sur cette photo? Etc., etc., etc. Et bien entendu, ils n'ont répondu à aucune de ces questions. Et donc nous leur avons laissé un délai de, me semble-t-il, 10 jours pour répondre avant que nous lancions le premier épisode de la série d'investigation Becoming Brigitte. Et bien entendu, nous avons eu aucune chance, ils n'ont pas répondu. Mais après la diffusion du premier épisode, l'introduction, nous avons reçu un email de la part de leur équipe juridique. Et je plaisante pas. Et je vais vous le lire entièrement parce que ils se plaignent et
ils essaient de souligner le fait que nous avons sélectionné des passages de la lettre. Bah oui les gars, parce que votre lettre, elle faisait 100 pages, on n'avait pas 3 heures devant nous pour lire l'entièreté de la lettre. Et de toute façon, rien dans cette lettre ne répondait à la question que tout le monde se pose, qui est de savoir si oui ou non Brigitte Macron est un homme. Vous essayez subtilement de dévier le sujet en nous disant que une erreur de colométrie sur une photo fait que c'est de la diffamation. Ok, on a compris votre petit jeu. Donc on va lire la lettre et je vais vous dire voilà ce qu'ils nous disent et ce que nous on leur a répondu en retour. Donc voilà, de toute évidence, ils nous font savoir de quel sujet il s'agit. Ils écrivent en haut à droite confidentiel, ne pas publier ou diffuser. De toute évidence, j'ai échoué. Puis ils nous disent que ça concerne des fausses affirmations et de la diffamation. Donc nous vous écrivons de nouveau concernant nos clients, président et Madame Macron. Je crois que c'est peut-être la dernière fois que vous allez entendre parler de Brigitte de la sorte. Nous étions très déçus dans votre réponse du 16 janvier 2025 en réponse à notre lettre du 3 décembre 2024. Malgré nos avertissements et ayant pleine connaissance de la fausseté de vos accusations, votre client a redoublé d'efforts dans sa diffamation, dans ses allégations de diffamation et a même élargi l'étendue de sa diffamation. Nous voulions éviter à Madame Owens l'embarrassement d'être ouvertement confrontée à de fausses affirmations, mais au lieu de faire la bonne chose et la chose responsable à faire, il semble qu'elle ne cherche que à retenir l'attention du public. Donc en gros, les gars, ils m'ont écrit la première lettre de menace pour m'épargner, les gars. Ils étaient genre non, on veut juste t'aider et te montrer qu'il y a quelque chose que voilà, les choses que tu as dites c'était faux. Et donc cette lettre c'est juste un avertissement. C'est tellement gentil de la part de ce couple. Continuons à lire. Depuis cette lettre, Miss Owens a publié plusieurs posts sur X et d'autres podcasts qui vont encore plus loin dans la diffamation des Macron. Donc là, je vous laisse lire, c'est du vocabulaire juridique, c'est pas évident à traduire en français. En fait, ils disent qu'elle est allée encore plus loin, que non seulement elle a pas fait ce que les Macron lui ont demandé, mais qu'elle est allée encore plus loin dans les affirmations de diffamation pour renforcer encore ses allégations à l'encontre du couple présidentiel. Le 13 janvier 2025, Madame Owens a faussement sous-entendu que les Macron étaient responsables de la mort d'un journaliste qui enquêtait sur eux. Ok, on va faire une pause ici un moment parce que les gars, vous avez regardé le premier épisode. Là, ils font que mentir. Ce que je vous ai dit, c'est que chaque journaliste qui avait essayé de toucher de près ou de loin à cette histoire avait fini mort. Et ça, c'est juste un fait. Isabella Ferreira, par exemple, qui travaillait sur l'histoire, il y avait des messages de ses amis qui disaient qu'elle avait vraiment une bombe à propos du couple présidentiel Macron et son corps a été retrouvé mort, flotté dans une rivière. Et donc le public a dit que voilà, elle était morte noyée, mais ses amis ont fermement affirmé qu'elle n'était pas du tout suicidaire. Et la presse a dit quelque chose du genre qu'elle avait pris des médicaments, je me souviens pas exactement. Bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nulle part dans le premier épisode, nous avons dit que Emmanuel Macron et Brigitte Macron avaient assassiné cette fille. Nous vous avons juste dit ce qu'il s'était passé. Continuons la lecture. Donc ce sous-entendu est factuellement faux, très offensant et incroyablement dommageant. Madame Owens a répété cette fausse accusation le 31 janvier 2025 et a souligné cette fausse accusation en disant qu'elle avait même été obligée de renforcer sa sécurité après avoir reçu la lettre des Macron. À cause, donc ici, de ce qu'elle a dit, donc à cause des choses que nous savons sur leur réseau et des choses qui se sont produites, comme je l'ai dit, à tous les journalistes qui se sont pris à eux. Donc ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité. Parce que nous étions en train de répondre au chat en direct où les gens nous disaient « Vous devriez faire attention à vous, renforcer votre sécurité ». Et bien entendu, quand vous avez des gens bizarres qui circulent autour de votre propriété, que vous avez des jeunes enfants, et que vous avez pleinement conscience de ce qui est fondamentalement en jeu dans toute cette affaire, oui, bien sûr, vous renforcez votre sécurité, et ça c'est mon droit. Et c'est pas à vous de me dire si j'ai le droit ou pas de dire la vérité au public à propos de tout ça. Continuons à lire, histoire de voir ce qui les agace. Dans d'autres de ces mensonges, Madame Owens a répété plusieurs fois que les Macron avaient admis que Madame Macron avait violé le président Macron dans sa lettre du 3 décembre dernier. C'est une totale fabrication puisqu'aucune, il n'a jamais été admis dans cette lettre du 3 décembre ou nulle part ailleurs. Voilà la chose. L'imprudence de votre cliente à continuer à faire ces fausses accusations est profondément
stupéfiant. Alors que non, pas du tout, nous avons jamais dit ça, nous avons simplement dit que vous aviez admis avoir l'âge que vous aviez et que Emmanuel Macron avait l'âge qu'il avait au moment de votre rencontre. Et donc nous avons conclu en disant que de fait, c'était admettre qu'il y avait eu détournement de mineurs. Parce que la loi, à cette époque, disait qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement admis si l'adulte avait une certaine forme d'autorité sur l'enfant. Et étant donné que Brigitte était professeure et qu'Emmanuel était étudiant, cela constitue un détournement de mineur. Donc à aucun moment nous avons dit que vous aviez admis par écrit que. Nous avons dit que vous avez implicitement avoué puisque Emmanuel avait 15 ans. Et pour être complètement clair, nous, ce qu'on croit, c'est que elle avait 39 ans et que lui avait 14 ans. Parce qu'il est absolument certain et incontestable qu'Emmanuel Macron avait 14 ans quand il a participé à cette pièce de théâtre. Continuons la lecture. Donc en fait, là, ce qu'ils écrivent, c'est tout simplement qu'elle a aucune preuve, qu'elle est en train, voilà, de nourrir et d'alimenter une théorie conspirationniste complètement improbable et que, voilà, en tant que journaliste qu'elle clame être, elle disregard, elle écarte complètement tous les standards journalistiques auxquels elle devrait se rapporter. Qu'elle continue même à tirer profit de ces mensonges, puisqu'elle a même fait la blague en disant « je vais commencer à revendre mon t-shirt Man of the Year avec la photo de Brigitte Macron dessus ». A court similarly will not be obligated to credit her claims in the face of overwhelming evidence disproving them. Donc en fait, tout ce qu'il dit, c'est que c'est juste une conspiration improbable. Alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est répondre sur un courrier. Brigitte Macron est née une femme biologique. Nous vous disons que ça, c'est un fait. Mais ça, ils le feront pas. Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Leurs noms sont Sébastien, Laurence et Tiphaine. Nous vous donnons ça comme un fait. S'il vous plaît, veuillez corriger vos enquêtes. Dans nos lettres, on leur a dit qu'on était très heureux de corriger si on avait dit des mensonges, si ce qu'on a dit n'est pas la vérité, qu'ils nous le fassent savoir et alors on corrigerait et on ferait rétablir la vérité aux yeux du public. Nous leur avons même proposé de venir jusqu'en France pour conduire une interview afin que Brigitte puisse répondre elle-même. On leur a dit n'importe quand, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, vous choisissez. Je crois qu'on leur a donné jusqu'au mois de mars. On leur a dit on prendra notre avion, on viendra vous voir. Parce que nous, on veut pas mentir à propos de cette histoire. Et si vous voulez pas que je vienne, si vous voulez pas m'inviter au palais de l'Élysée, je comprends. Alors répondez juste à ces 21 questions toutes simples, oui ou non, pour qu'on puisse simplement conclure l'enquête. Mais ils ont décliné, en nous donnant pour seule réponse que c'est une conspiration improbable. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont dit. Allez, on continue, parce que la lettre est presque finie, hein, il y a juste ça. Hein. Donc depuis l'envoi de notre lettre, Madame Owens a clairement donné encore plus de preuves de de sa volonté à ignorer la vérité. Pourtant, Madame Owens a reçu des preuves irréfutables et en grand nombre pour venir contredire ce qu'elle clame dans notre lettre du 3 décembre 2024 et pourtant elle continue à insister et à répandre ces mensonges. Elle a refusé de se rétracter de toutes les réclamations en diffamation que nous lui avons faites dans notre lettre. Madame Owens a également cité quelques portions de notre lettre, mais a refusé de présenter à son audience les preuves très substantielles qui auraient réfuté ces allégations. Tout cela n'est qu'une preuve supplémentaire, de sa volonté évidente à vouloir atteindre, la réputation et à vouloir diffamer et injurier les Macron et à cacher la vérité de son audience à laquelle elle a à plusieurs reprises menti à propos de toute cette affaire. Donc en gros, ils nous disent en fait, on vous a envoyé une lettre de 100 pages et on vous a pointé du doigt toutes les choses que vous avez dites qui pourraient être diffamatoires, en prenant bien soin d'ignorer le sujet principal qui était tout simplement de répondre à la question est-ce que Brigitte est un homme ou une femme? Et donc ils ont commencé à me prendre la tête sur l'histoire de la couleur d'une photo que j'avais donnée. Et donc ils vont ensuite faire référence à des portions de leur précédente lettre que nous n'avions pas montrées dans la précédente émission. C'est la raison pour laquelle je vous montre l'intégralité de cette lettre qui est plus courte pour que vous ayez absolument toutes les informations et que vous puissiez voir à quel point ils essaient de contourner le sujet en allant dans des détails qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet principal qui est de savoir si Brigitte est un homme ou pas. Madame Owens croit à tort que ces fausses affirmations à propos des Macron sont protégées par la liberté d'expression et de religion. La diffamation ne rentre pas dans le cadre de la protection du premier amendement parce que il n'y a pas de valeur constitutionnelle dans l'affirmation de fausses affirmations. De ce fait, Madame Owens ne peut pas publier une accusation dont elle sait n'a aucune preuve et ensuite prétendre se faire protéger par le premier amendement. Une de nos requêtes en diffamation concerne le fait que Madame Owens ait clamé que les Macron étaient impliqués dans un culte satanique.
alors qu'il n'existe même pas de telle chose que un culte satanique. Et donc oui, je plaide coupable. En effet, dans leur lettre, je vous l'ai pas lu la fois précédente, mais ils ont fait tout un patagraphe, un pataquès et un paragraphe. Je commence à être fatiguée avec la traduction à propos de cette histoire de culte satanique, en essayant de se justifier et en disant mais on n'est pas du tout dans un culte satanique et en disant que ça c'était de la diffamation. Parler de Satan, parler de culte satanique, c'est une forme de diffamation. Et ils me demandent de corriger ces affirmations. Et je vous le dis les gars, je ne le ferai pas parce qu'en tant que chrétienne, moi je sais que le culte satanique existe. Et de leur part d'affirmer que une telle chose n'existe pas, c'est une complète violation de ma liberté de religion. Et je vais même aller plus loin en réaffirmant ce que je vous ai déjà partagé sur le fait que, selon moi, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était clairement satanique. Même certains des personnages principaux qui ont animé la scène, Barbara Butch, donc une lesbienne ouvertement, qui était dans la scène, qui a dit que c'était le Nouveau Testament gay. Donc, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre pour diffamation parce que je parle de satanisme dans un contexte qui vous rend très mal à l'aise, puisque c'est vous personnellement qui avez choisi Thomas Joly comme metteur en scène de ce spectacle. Donc, ma réponse, Monsieur le Président, c'est non. Alors, continuons à lire votre lettre. De la même façon, le reste des affirmations faites par Madame Owens ne peuvent pas se dire être basées sur ses croyances religieuses juste pour gagner, à travers une rhétorique religieuse, quelques nouveaux followers. Oui, les gars, c'est pour ça que je vais à l'église tous les dimanches, c'est pour gagner des nouveaux followers. Et ensuite, en fait, mon avocat leur a répondu parce que ils ont dit qu'une autre diffamation, c'était le fait que j'ai dit que Emmanuel Macron serait un psychopathe. Et donc, ils disent que c'est de la diffamation. Encore une fois, rien de tout ça n'a rapport avec le sujet. En fait, il devance la défense de Candace Owens en disant vous pouvez pas prétendre que c'était de la rhétorique en disant que c'était un psychopathe et que forcément de toute évidence vous vouliez pas dire que c'était un psychopathe parce que sinon ça voudrait dire que le reste de votre discours serait également les gens vont bien se douter que je dis ça mais qu'en fait ils savent très bien que c'est juste de la rhétorique, c'est pas vrai. Donc si le reste de votre discours est avéré, quand vous avez dit que Emmanuel Macron était un psychopathe, ça veut dire que vous vouliez vraiment dire qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Et donc ils reprennent le fait que Candace Owens ait pointé du doigt le fait qu'il ait été abusé par une femme plus âgée qui serait peut-être un homme, etc. Et fait de lui, et créer des troubles psychologiques chez lui en tant qu'enfant et que ça ait fait de lui un psychopathe par la suite. Donc je vous montre l'entièreté de cette lettre pour que vous puissiez comprendre que c'est leur exacte stratégie quand ils s'en prennent aux journalistes qui enquêtent à leur sujet. Quand vous voyez sur les gros titres dans les médias, elle a gagné sa demande en diffamation. Il ne s'agira jamais du fait de la question que tout le monde se pose de savoir si Brigitte est oui ou non un homme. Elle n'a jamais gagné sur ce point-là. C'est elle a identifié la mauvaise personne sur la photo, elle a dit que Emmanuel Macron était un psychopathe, a-t-elle la formation, la certification nécessaire en doctorat pour pouvoir dire si quelqu'un est un psychopathe ou pas. Donc je vais faire un procès pour diffamation et puis on va trouver la solution à ça. Et donc quand ils gagnent le procès et que ils ont des condamnations gagnées, leurs médias, dont j'ai expliqué dans cet épisode qu'ils contrôlent entièrement, se précipitent pour imprimer le fait que la première dame a gagné sa plainte en diffamation. Les avez-vous entendus écrire une seule fois dans cette lettre que Brigitte Macron était en fait née une femme? Les avez-vous écrire et justifier sur ces affirmations que j'ai faites en disant que Brigitte Macron, la première dame, n'avait pas fait de transition d'homme à femme? Non, pas du tout. Ce ne sont que des petites plaintes pitoyables qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc là, je vous montre vraiment toute la lettre. C'est la fin de la lettre. Je vous cache rien, je retiens rien de vous. Et le fait que vous disiez que le couple Macron n'ait pas souffert des allégations, des affirmations de Candace Owens est fausse, puisque vous-même, dans votre lettre du 16 janvier 2025, vous nous citiez que Candace était une sensation internationale, qu'elle faisait sensation à l'international. En effet, ces allégations ont atteint désormais une audience internationale. Donc, en gros, toutes les vues, les commentaires, les likes, les téléchargements, les repartages des fausses affirmations de Madame Owens prouvent que tout ce qu'elle dit est cru par le public. Il est donc évident que toutes ces fausses affirmations ont résulté dans l'altération de la réputation du couple présidentiel et une humiliation personnelle, des grandes souffrances et des grandes angoisses. Il souffre tellement, mesdames et messieurs, qu'il ne répond toujours pas à la question de base. Êtes-vous Brigitte Macron? Étiez-vous Brigitte Macron?
née en tant que femme, biologiquement. S'il vous plaît, répondez à la question, arrêtez avec vos lettres. Bref, il conclut en faisant cette demande, une demande plutôt bizarre. En gros, il lui demande de conserver la preuve, voilà, de tous leurs échanges, de tous leurs emails, de tous les messages, les enregistrements audiovisuels, tout ce qu'elle a diffusé sur le sujet. Oui, bien sûr, espèce d'idiot, tout est ici sur YouTube. Vous croyez quoi? Vous croyez le monde entier est au courant de ce qu'on pense, de ce que je dis? Et je vais le redire, je crois que Brigitte Macron est née en tant qu'homme biologiquement et a ensuite fait une transition pour devenir une femme. Je sais pas combien de fois je vais devoir vous le répéter. Vous vouliez quoi? Que je le reconnaisse publiquement? Vous l'avez, les gars, je reconnais publiquement. Au cas où ça vous ait échappé. On va garder toutes nos vidéos YouTube, on va garder tous nos enregistrements, on va garder tous nos textos. On va bien garder nos tweets, oui, on va bien garder nos tweets pour que vous puissiez montrer que je voulais dire ce que j'ai dit, Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement répondre à la question? Encore, c'est juste de l'intimidation. C'est juste une tactique, puisque de toute évidence, ils n'ont répondu à aucune de nos questions et qui décrédibilise complètement le fait qu'ils disent être mentalement atteints, affaiblis dans l'angoisse, puisqu'ils sont tellement dans l'angoisse qu'ils sont pas capables de répondre par la question par oui ou par non. Ils sont là à nous balader, à nous faire danser sur des trucs que tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Oh, elle a rappelé Emmanuel Macron un psychopathe. Oh, ça fait mal, hein. Mais en vrai, il s'en fiche. Ça lui a pas fait beaucoup de mal quand la presse algérienne l'a décrit comme étant un homosexuel psychopathe. Eux, ils ont pas été poursuivis. Non, on va poursuivre Candace pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe, pour autant ils n'ont pas été poursuivis. Non, ils veulent faire genre, on est très sérieux, on va venir vous voir au Tennessee. Hein. Mais faites-le. Arrêtez de perdre votre temps avec ces lettres, allez-y, faites-moi un procès. Le monde entier veut connaître la réponse à cette question dont je pense déjà connaître la réponse. Comme je vous l'ai dit, on est en train de peler l'oignon couche par couche, petit à petit, très doucement, de façon à ce que les gens puissent bien comprendre, les gens qui vous entourent dans votre cercle, pour comprendre comment vous avez été capable de tromper à ce point le monde. Et c'est ce que vous êtes actuellement. Mais nous allons révéler au monde entier votre stratégie juridique pour ne pas répondre à la question. Vous ignorez l'éléphant qui est dans la pièce. Vous êtes là, vous faites des petites plaintes sur les choses qui sont autour. Oh là là, elle a dit psycho. Oh là là, pauvre petit, il est tellement blessé, il est dans l'angoisse. Vous êtes pathétique, Emmanuel. Vous êtes complètement pathétique. Cette lettre est pathétique. Donc quand vous allez me renvoyer une lettre pour me dire que j'ai dit que vous étiez pathétique, sachez que je vais maintenir ce que je dis. Moi, je crois que le satanisme existe. Je ne crois pas que ce soit le résultat de l'imagination des gens. Donc bonne chance avec ça dans une cour américaine, spécialement dans le sud des États-Unis, où les gens ont encore la foi. Et bonne chance pour essayer de prouver que vous n'êtes pas un psychopathe. Quand des centaines de gens ont rapporté dans la presse que vous en étiez un, qu'ils ont vu que vous en étiez un, notamment avec les mesures que vous avez prises pendant le Covid, où des tas de gens ont écrit à propos de votre condition mentale, vous n'allez jamais me faire changer d'opinion sur ce que je crois de votre relation avec Brigitte à laquelle vous vous êtes marié en 2007. Je suis persuadée que c'est un homme. Combien de fois voulez-vous que je vous le dise? Combien de façons différentes voulez-vous que je vous le dise? Est-ce que je devrais le dire en français? Est-ce que peut-être je devrais apprendre un peu le français pour pouvoir vous le dire d'une autre façon? Ça devient complètement ridicule. Parce que maintenant, l'entièreté de l'opinion publique est en train de prêter attention à cette histoire. Emmanuel et Brigitte, et je sais que vous êtes là, restés tard, debout, à veiller dans votre petite chambre, probablement assise à l'Élysée, à côté de votre prochaine attachée presse, puisque vous vous êtes débarrassé de Mimi, puisque les choses commençaient à devenir gênantes avec elle. Et je sais très bien que ce qui vous inquiète, c'est pas le fait que quelqu'un vous appelle un psychopathe, à quel point vous pourriez être faible si tel était le cas, qu'un président de la République puisse être offensé par quelqu'un qui les traite de psychopathe. Ce qui vous inquiète vraiment, c'est l'essentiel du sujet. Et nous allons nous attaquer à l'essentiel du sujet, et le monde entier va nous regarder faire. Donc, je vais conclure ici, monsieur et monsieur Macron, pour faire la promotion de cette série de la seule façon que vous sachiez faire, en pleurant, comme un petit bébé que vous êtes auprès du public en pensant que je vais garder cette histoire pour moi. Moi, je crois dans la transparence radicale. Les followers, je les vois comme des amis. Je les vois non pas comme des fans, mais comme des gens qui m'apprécient et qui sont impliqués et qui estiment être dans leur droit quand ils exigent de savoir qui conduit le pays. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis très inquiète de savoir qui conduit la France actuellement. Très inquiète. Et ça m'inquiète de voir que le monde entend parler de cette histoire seulement maintenant. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Et qui que ce soit qui soit derrière ces attaques, cyberattaques, vous n'allez pas nous arrêter. Nous sommes bien conscients que tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous faisons, nous prenons d'énormes risques. Mais nous avons le sentiment profond que c'est un risque nécessaire pour protéger nos enfants. Et à la fin, c'est tout ce dont il s'agit. Protéger nos enfants. Les protéger de gens que nous croyons être des prédateurs. Et j'ai la conviction que Brigitte Macron était un prédateur. Ne vous y méprenez pas. Je crois qu'elle est un prédateur. Je crois qu'elle manipule la presse, qu'elle manipule également la justice. C'est un prédateur.
Elle manipule les journalistes, elle essaie de faire taire la presse, tout ça. C'est un prédateur. That is our conclusion, you guys. Thank you so much for tuning in to episode 1. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.